Bonjour, c'est Chris Esson. Dans les deux dernières vidéos, j'ai expliqué comment la physique de l'éther permet d'unifier physique quantique, gravitation et électromagnétisme, et comment expliquer la notion de masse négative. Pour résumer, le vide quantique est rempli d'énergie qu'on appelle l'éther. La matière peut être assimilée à une absorption d'éther qui finit en vortex se dissipant en ondes stationnaires. Ce qui fait le lien avec l'association ondes-particules de la physique quantique. La gravitation est ainsi l'accélération du flux d'éther absorbé par la matière. Et j'ai aussi redémontré en une ligne de calcul la formule E égale mc2. La propagation des ondes électromagnétiques dans le vide n'est pas un mystère non plus, si le vide est rempli d'éther. Enfin, j'ai aussi expliqué ce que serait alors l'hypothétique énergie négative des Stargate dans un tel modèle. Par inversion du processus d'absorption d'éther et de création d'ondes stationnaires, processus qui devient alors absorption d'ondes stationnaires et création d'éther. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion de trou noir, qui fait fantasmer, voire délirer tous les astrophysiciens, et voir ce que la physique de l'éther peut nous enseigner sur ces fameux trous noirs. La notion de trou noir est dérivée directement des équations de la relativité générale d'Einstein, et plus particulièrement de la première solution trouvée dès décembre 1915 par l'astrophysicien autrichien Karl Schwarzschild, appelée métrique de Schwarzschild, qui s'applique à un astre fixe sans rotation. Deux caractéristiques de l'astre sont très importantes, sa masse et son rayon. Et la science actuelle nous dit que si l'astre s'effondre par sa propre attraction gravitationnelle et que son rayon atteint un rayon critique qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, alors on obtient un trou noir. Pour fixer les idées, pour que la Terre devienne un trou noir, il faudrait que son rayon fasse 9 mm. Et pour le Soleil, ce rayon critique est de 3 km. Un trou noir se caractérise par une vitesse de libération supérieure ou égale à la vitesse de la lumière. J'ai expliqué ce qu'est la vitesse de libération d'un astre dans la vidéo 78 et donné la formule de calcul. Première étrangeté, ce calcul est fait en utilisant les formules de mécanique newtonienne et non pas les formules relativistes. Mais le vrai problème est que les équations actuelles tombent sur un gros os, avec une division par zéro au passage du rayon de Schwarzschild, ce qui amène les astrophysiciens aux théories les plus folles, où par exemple l'espace devient le temps, et le temps devient l'espace. Bref, on y perd son latin, ou plutôt tout sens physique, et c'est pourquoi les trous noirs font couler autant d'encre dans le domaine de l'astrophysique. Voyons maintenant comment la physique de l'éther pourrait expliquer cette notion de trou noir de manière beaucoup plus simple, et nettement moins aberrante. La relativité générale est basée sur deux hypothèses. Une vitesse de la lumière constante dans le vide, même dans un champ de gravité, et un vide totalement vide. Avec ces hypothèses, Einstein aboutit à la conclusion que la gravitation est une courbure de l'espace, due à la présence d'énergie ou de matière. L'espace serait donc courbe. La théorie de l'éther utilise des hypothèses physiques totalement inversées, qui permettent d'aboutir malgré tout au même résultat mathématique. Et donc, avec l'éther, nous avons un vide qui n'est pas vide, mais bourré d'énergie. La gravitation est alors la manifestation d'une variation de pression due à la matière qui absorbe l'éther. Et la gravitation est l'accélération de l'éther qui se comporte comme un fluide parfait. Et l'espace n'est pas courbe, mais plat. Par contre, la différence fondamentale est que, comme dans tout fluide parfait, la célérité d'une onde transverse est dépendante de la pression et obéit à la formule C2 sur P égale constante. On va appeler C la vitesse maximale de la lumière, celle que l'on connaît aujourd'hui, et P0 la pression du vide loin de toute matière. J'ai démontré dans les vidéos 32 et 68 la formule de la gravitation en fonction de la pression d'éther. Cette formule est la suivante. G de R égale moins C2 sur 2P0 dP sur dr. Il est très facile de trouver la formule de la pression à l'extérieur d'un astre,
en fonction de la distance r mesurée depuis le centre d'un astre de masse m. La formule de la pression est alors P de R égale P0, 1 moins 2G grand M sur C de R. Grand G est la constante gravitationnelle. On voit qu'on retrouve très facilement la formule bien connue de la gravitation de Newton à partir des deux formules précédentes. Le signe- veut dire que la gravitation est dirigée vers l'intérieur de l'astre. Dans la formule donnant la pression, le terme 2Gm sur C2 est justement la formule donnant le rayon de Schwarzschild, évoqué tout à l'heure. Donc on pose RS égale 2Gm sur C2. Et la formule de la pression peut alors s'écrire P de R égale P0, 1 moins RS sur R. La science actuelle nous dit que le trou noir est obtenu si le rayon est inférieur au rayon de Schwarzschild, RS. Que se passe-t-il avec la pression d'éther à la frontière RS, qu'on appelle l'horizon du trou noir? On voit très facilement que la pression d'éther devient nulle. Mais l'éther, c'est ce qui constitue l'espace. Donc on n'a plus d'espace. Si on cherche à se représenter graphiquement la pression de notre univers autour d'un trou noir, ça donne quelque chose comme ça. La pression au centre du trou noir vaut alors moins P0 sur 2. Tu trouveras le détail des calculs dans la vidéo 32. Effectivement, on voit bien qu'il y a un gros problème avec les résultats donnés par la théorie officielle. Je rappelle que la définition d'un trou noir est lorsque la vitesse de libération de l'astre est supérieure ou égale à la vitesse de la lumière. Nous allons donc voir ce qui se passe si l'on prend en compte une vitesse de la lumière variable dans un fluide parfait, obéissant à la formule C2 sur P égale constante. On trouve très facilement la vitesse de la lumière à une distance r de l'astre, car C2 à une distance r divisé par P de R égale C2 sur P0. Donc C2 de R égale C2 1 moins RS sur R. Si maintenant on cherche le vrai horizon R du trou noir, où vitesse de la lumière et vitesse de libération sont égales, on a alors VL de R égale C de R, ou encore VL carré de R égale C2 de R, c'est-à-dire 2Gm sur R égale C2 1 moins RS sur R, soit RS sur R égale 1 moins RS sur R, ce qui donne R égale 2RS. Le vrai horizon se situe en fait à R égale 2RS, et la pression vaut alors P0 1 moins 1,5 égale P0 sur 2. On peut aussi s'amuser à calculer quel rayon minimal doit avoir un trou noir pour que la pression tombe à 0 au centre. La formule donnée dans la vidéo 32 nous indique alors que ce rayon critique est 3,5 de RS. Et donc la pression à l'horizon du trou noir est alors P0 fois 1 moins 2 tiers égale P0 sur 3. On voit là encore que la physique de l'éther nous conduit à des calculs très simples et à des résultats qui paraissent nettement plus réalistes d'un point de vue physique. Pas besoin de passer dans un autre univers ou d'inverser le temps et l'espace à l'intérieur d'un trou noir. Avec la physique de l'éther, un trou noir devient un objet beaucoup moins exotique que ce que tous les astrophysiciens imaginent. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt, bye bye.